Salut les sportifs. Certaines et certains des sportifs que j'ai eu la chance de recevoir ont fait le choix de faire confiance à Aubaine pour les aider à financer leur carrière. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas de l'invité de cet épisode. Alors Aubaine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, lors d'un passage à Paris, et plus particulièrement au tremplin by Paris & Co, j'ai eu la chance de rencontrer Paul et Clément, les fondateurs de la plateforme, pour leur poser la question. Salut les gars. Salut Hermano. Alors, en quelques mots, Aubaine, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Donc Aubaine, c'est une plateforme qui permet aux athlètes de trouver une nouvelle source de revenus en partageant des contenus à leur communauté sous forme d'abonnement. Aujourd'hui sur la plateforme, il y a une vingtaine d'athlètes. Si vous souhaitez soutenir l'un d'entre eux, ça se passe donc sur aubaine.fr, obaine.fr. Et à partir de combien on peut soutenir un athlète ou une athlète ? C'est donc à partir de 5,99€ par mois ou 60€ par an. Super, et merci beaucoup les gars, on vous souhaite une bonne continuation. C'est parti pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci Hermano, bon épisode. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec une invitée que j'avais déjà eu l'occasion de recevoir dans un autre podcast, celui qui s'appelle Devenir triathlète. Et donc on va parler forcément de multisport, on va parler de triathlon, mais d'un triathlon un petit peu spécial. En tout cas, je suis très heureux de recevoir une invitée qui est cette année vice-championne du monde Xterra. Elle est vainqueur de la Coupe du Monde Xterra 2023. Elle a gagné 8 fois sur le circuit Xterra au minimum. Je veux parler de Alizé Pattiès. Salut Alizé. Salut Hermano, salut tout le monde. Tu vas bien ? Oui, ça va nickel, merci. Bon, on avait commencé l'enregistrement dans une ambiance assez sympa. Tu avais pris le call sur ton téléphone, tu étais en train de marcher. Est-ce que c'est le genre de choses que tu as l'habitude de faire, de sortir pour t'aérer et avoir des échanges avec des échanges un petit peu spécifiques, justement en étant en communion avec la nature ? On va dire que là, en période de pause sportive, j'ai plus le temps de faire ça et de prendre du temps pour moi. Et là, vu qu'il faisait beau dehors, j'en ai vraiment profité pour me balader avec mon chien. Et c'est vrai que c'était l'occasion parfaite. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça sera un autre moment. Ouais, du coup, je t'ai fait recaler ton plan. Tu es bien assise chez toi. On enregistre cet épisode. Je te remercie de nous accorder un petit peu de temps. Écoute, comme je te disais, au programme aujourd'hui, on va parler surtout de toi. On va parler de ta carrière. On va parler de comment financer une carrière de sportive de haut niveau. Mais j'ai une tradition dans tous mes podcasts, c'est que je donne la parole à mes invités. Donc, dis-nous tout. Qui est Alizé Pattiès ? Alors, du coup, Alizé, c'est une jeune femme de 27 ans, 28 ans bientôt, qui pratique le cross triathlon depuis maintenant 5 ans. Et qui, en amont, a fait pas mal de sports outdoor et des sports aussi d'intérieur complètement différents, qui m'ont amené aujourd'hui à en faire mon métier. Voilà, c'est quelque chose que
j'aime bien partager, notamment avec d'autres athlètes et d'autres personnes comme toi. Alors c'est cool parce que tu me dis que tu as commencé le sport, alors pas par le triathlon, ça fait 5 ans que tu fais du cross triathlon, mais que tu as fait aussi beaucoup d'autres sports, des sports indoor, des sports outdoor. J'allais te demander si on pouvait passer un petit peu en revue tout ça, mais déjà, quand est-ce que quels sont tes premiers souvenirs de sport? Quand est-ce que tu as commencé à te rendre compte que tu pratiquais une activité physique ou alors que tu as pris une licence dans un club? En fait, je pense que j'ai toujours été très active et étant enfant, j'avais toujours besoin d'être en activité, de faire quelque chose. La sieste, c'était pas trop mon truc, quoi. Et du coup, voilà, rapidement, j'ai fait plein de sports. Mes parents m'ont appris à découvrir tous les sports, pas forcément un seul. Et c'est pour ça aussi que je suis aujourd'hui ouverte à plein d'autres sports et que oui, je fais du triathlon, mais j'essaye aussi d'autres sports pendant l'année. Et donc voilà, j'ai commencé par de la danse, du judo, et puis après je suis allée un peu plus vers tout ce qui est outdoor avec le tennis, le trail, la course à pied, le vélo, le bike and run, aussi un peu d'escalade et de cours d'orientation. Et puis voilà, c'est vraiment au début dans le VTT que j'ai le plus accroché. Parce que voilà, j'aime beaucoup la sensation de vitesse et on va dire que j'ai pas trop peur en vélo, donc ça m'a tout de suite plu cette notion de je contrôle rien et en même temps je vais vite et en même temps faut quand même contrôler. Donc je me suis vraiment dirigée là-dessus au début et puis voilà, par la suite un peu plus envie d'aller vers le triple effort. Alors que moi-même je me disais mais ils sont complètement fous ceux qui font un triathlon, c'est horrible d'infliger ça à son corps parce qu'en fait voilà, je savais pas du tout nager et pour moi c'était vraiment quelque chose d'infaisable et du coup ça m'a aussi attiré le fait de me dire est-ce que c'est vraiment impossible pour moi de faire ça, et voilà. C'est venu un peu comme ça aussi, naturellement. Ouais, alors tu disais, t'as tout de suite accroché au VTT, tant mieux, hein, parce que comme en trail, c'est l'accroche aussi qui tient, qui sert beaucoup dans les sports outdoor un petit peu extrêmes. Alors tu parlais de judo, on a reçu à ce micro Anne Fatoumata Mbaïro qui est sportive de haut niveau en catégorie plus de 78 kg, donc on va pouvoir commencer à faire des liens entre les différents sportifs et les différentes sportives qu'on reçoit, ça va être sympa. Elle aussi, elle avait commencé par la danse, mais pas longtemps. Elle a découvert le judo à 5 ans et demi, toi le VTT c'était un petit peu plus tard quand même. Ouais, moi je suis venue tard dans la discipline, j'ai commencé le VTT, j'avais 15 ans. Donc vraiment plus tard. 15 ans, ça t'a pas n'empêche d'être sportif de haut niveau, si je révise bien mes fiches de 2017 à 2018 en VTT. Du coup j'étais en espoir, donc toujours en études. Fallait toujours en fait voilà, c'est toujours la notion d'équilibre, quoi, trouver son équilibre entre la vie pro, la vie perso et la vie sportive. Et mes parents m'ont toujours appris à avoir cet équilibre là parce que sans ce que je faisais, sans mes études, on va dire, le sport c'était pas possible et vice versa. Et après voilà, c'est moi qui me suis créé un peu mon équilibre en me disant mais mon équilibre c'est le sport et en fait c'est ma passion, donc je vais vraiment m'orienter plus sur ça à 100%. Mais ouais, c'est quelque chose qui est venu assez tardif, mais ça m'a pas empêché, on va dire, de lier les deux, quoi. Ouais, assez tardivement, mais malgré tout, de te mettre à fond dedans. T'avais commencé le sport jeune, tu nous l'as dit, t'as fait plein de sports, et puis à 15-16 ans, tu t'es mis dans le VTT, t'es devenu sportif de haut niveau, t'as continué les études et le sport. Là, tu nous as dit que t'as 27 ans aujourd'hui, tu es championne du monde en titre, vice-championne du monde en titre, pardon, Xterra. Tu casses un petit peu les mythes, en fait, parce que on entend de plus en plus de jeunes qui sont qui brillent les plus hautes places. Là, t'es déjà un petit peu avancé dans l'âge, si je puis me permettre. Ouais, c'est clair. Après, avec des personnes qui m'ont entourée au début du triathlon, beaucoup de personnes m'ont dit mais en fait c'est le meilleur âge pour performer parce que c'est là où t'as plus de puissance, où t'as aussi un peu plus d'expérience, et c'est un âge où
il y a plein de choses qui se mettent en place aussi dans la vie en général. Et en fait, je vis ma meilleure vie, honnêtement, même s'il y a vraiment des moments durs. Parce qu'on va pas se mentir, être triathlète professionnel, c'est pas que la vie en rose, mais ça en vaut la peine. Et ouais, c'est clair que je suis contente de me réveiller le matin et de me dire aujourd'hui je vais m'entraîner et demain je vais me réveiller, ça va être un jour encore différent, etc. Et c'est quelque chose que je pourrais pas faire quand j'aurai 45 ans peut-être, donc sûrement même. Donc j'en profite pleinement aujourd'hui, quoi. Je te confirme, plus t'avances dans l'âge et moins tu peux le faire. Mais bon, je voudrais revenir un petit peu justement sur toi, un petit peu plus jeune, et puis on reviendra un peu plus tard sur cette organisation que tu as réussi à trouver, cet équilibre que tu as réussi à trouver entre vie pro, vie sportive et autres. Quand t'étais plus jeune, justement, tes parents insistaient pour que sport, ok, mais études d'abord, et puis toi, tu trouvais justement ton équilibre en complétant les études avec le sport. Comment est-ce que tu switchais d'un sport à un autre, vu que tu te définis toi-même un petit peu comme une slasheuse sportive? Tu as fait du trail, tu as fait de la danse, tu as fait du judo, tu as fait de la course d'orientation avant de t'orienter, avant de te diriger vers le VTT. Comment est-ce que tu switchais d'un sport à un autre? Alors c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait de la danse et du VTT en même temps, plus les études. Et c'était vraiment une très belle expérience quand j'y repense, parce que c'est-à-dire que le matin, je pouvais m'entraîner dans la boue avec mon vélo, et puis après, l'après-midi, je faisais mes devoirs, et le soir j'étais sur scène et je finissais à 1h, 2h du mat, et le lendemain fallait que j'aille m'entraîner et que je révise. Et c'est vrai que c'était super marrant parce que plein de gens autour de moi me disaient mais c'est fou, c'est totalement les opposés, quoi. Et mais j'adorais en fait avoir des univers différents. Parce que voilà, le VTT c'était plus un univers masculin, même si ça se féminise de plus en plus. Sans prise de tête, voilà, avec des amis, donc c'était top. Et puis le soir, c'était plus l'ambiance strass, paillettes, chaud, quoi. Et c'était aussi un univers que j'aimais beaucoup et qui me manque aussi énormément, bien sûr. Mais voilà, il a dû faire un choix au bout d'un moment, parce que déjà physiquement, le corps commençait un peu à pas trop savoir s'il fallait contracter les muscles ou étirer les muscles, donc avec pas mal de courbatures. Et puis après, avec les études, fallait forcément choisir, et voilà, le cœur a parlé et je me suis plus orientée sur le VTT. Et en quoi justement le cœur a parlé? Je te titille un peu, mais pourquoi plus le VTT que la danse? Qu'est-ce qu'il y avait dans la balance en plus pour le VTT? C'était la vitesse, c'était l'inconnu quand tu descends, quand tu prends une grosse descente, c'était quoi en fait? Ou c'était pas le regard des autres, parce que quand tu danses, t'es sur scène, t'as le public, ou l'indoor versus l'outdoor, c'était quoi? Tu t'en souviens? Je pense que c'était déjà l'entourage. L'entourage autour de moi, la notion de progression, parce que je voyais que j'étais en train de progresser et que j'avais pas atteint mon maximum. Et c'est quelque chose qui m'emballait de plus en plus. Et je sais pas, c'est pour moi, je prends mon VTT, c'est la notion de liberté. Alors que danser aussi, c'est une notion de liberté, mais c'est pas pareil, c'est en groupe. Et les mouvements sont contrôlés. Tu vas pas faire n'importe quoi avec un groupe, alors que la danse d'origine est comme ça, quoi. Donc non, je dirais que c'est juste que j'avais envie aussi, je pense, d'être dans un sport plus outdoor et moins enfermé, et un peu plus me challenger, quoi, sur ce genre de discipline. Ouais, c'est ça, c'est tout simplement parce que l'entourage autour de moi a fait aussi que je me suis plus orientée là-dedans, la notion de progression et d'évolution, et puis le fait d'être plus dans un sport outdoor, dans la nature, la notion de vitesse, et puis ouais, la notion d'être plus libre, et si j'ai envie de partir dans 10 minutes faire du vélo, voilà, j'y vais, et j'ai besoin de personne, quoi.
C'est sûr que c'est un petit peu moins compliqué à organiser que quand tu danses dans une troupe avec d'autres personnes. Tu prends ton vélo, tu mets tes chaussures et tu t'en vas. Et puis du VTT, tu switches vers le triathlon et en particulier le cross triathlon. Alors déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le triathlon et le cross triathlon ? Alors en fait, le cross triathlon, c'est tout simplement la version off-road du triathlon. La natation reste similaire, juste le vélo, ça se fait avec un VTT. Et la course à pied, c'est plutôt du trail, donc dans des chemins et dans des sentiers, mais pas sur la route. Bon, donc on est sur le même principe que le triathlon. En termes de distance, forcément, là, c'est un petit peu plus difficile de faire quelque chose de similaire, mais en moyenne, on est sur quel type de distance ? En tout cas, toi, tu concours sur quel format ? Alors en natation, c'est souvent 1500 mètres. En VTT, ça varie en fonction des parcours et du terrain, donc ça varie entre 30 et 40 km. Le dénivelé, pareil, ça dépend. Et en trail, on est toujours autour de 10 km avec un dénivelé entre 100 et ça peut aller jusqu'à 450 le max. Bon, pour ceux qui ont déjà fait de la course trail, de la course d'orientation ou du VTT, je pense que ça parlera. La spécificité aussi du cross triathlon par rapport au triathlon, donc là on est sur des distances, si on rapporte celle que tu fais en cross triathlon au triathlon traditionnel, entre guillemets le triathlon sur route, on se rapproche du format distance olympique. Simplement, le cross triathlon n'est pas une distance olympique. Du coup, comment est-ce que tu évolues dans la discipline ? Est-ce que tu fais aussi d'autres triathlons ? Est-ce que tu fais que des cross triathlons ? Est-ce qu'il y a une fédération de cross triathlon ? Raconte-nous tout ça un petit peu, Alizée. Alors non, déjà il n'y a pas de fédération de cross triathlon. On est rattaché à la FF3, pardon. Et j'ai essayé de faire dans mes débuts des triathlons sur route, des halfs particulièrement, à Ironman, parce que mon entraîneur de l'époque était assez friand des Ironman et des Alpha Ironman, et puis voilà, moi aussi par curiosité j'avais envie de savoir ce que ça pouvait donner. Après je pense j'avais envie d'essayer les deux en même temps, Xterra et Alpha Ironman en 2019-2020. Le problème, c'est que c'est pas du tout le même entraînement. C'est vrai que sur Alpha Ironman, on va essayer de garder toujours la même puissance, d'être assez régulier, alors qu'en cross triathlon, ça varie tout le temps. On n'est jamais à la même fréquence cardiaque, jamais à la même puissance. C'est ça qui est dur aussi. Et je voyais que en fait, en faisant un peu des deux, je faisais un peu tout et rien, quoi. Enfin, c'était un peu 50-50. Donc il a fallu aussi que je choisisse vers quel domaine m'orienter. Voilà, je suis allée vers le cross triathlon parce que le VTT, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais c'est vrai que faire du vélo sur un vélo de chrono, c'est aussi quelque chose d'intéressant, avec la notion de vitesse, la notion de puissance, d'être régulier. C'est complètement différent, mais c'est aussi intéressant. Et voilà, je pense que j'essaierai quand même un jour de faire un Ironman. C'est un des objectifs de ma to-do list, on va dire. Mais ouais, voilà, je me suis volontairement plus orientée sur le cross triathlon et Xterra. Donc je scinde les deux parce que Xterra, c'est un label privé comme Ironman, et le cross triathlon est rattaché à la FF3 tout simplement. Ok, ouais, donc le cross triathlon, c'est la discipline de la Fédération internationale de triathlon, là où Xterra, c'est du cross triathlon, mais dans une fédération, dans un label privé comme Ironman l'est pour le triathlon. Ok. Ça a dû être un pari quand même sacrément risqué de se lancer dans un objectif comme ça, en sachant que c'est un sport qui est pas encore olympique. Alors on espère qu'un jour ça le sera, mais j'espère que ça ne deviendra pas comme le trail dont on parle aux Jeux Olympiques, de faire des boucles de quelques kilomètres. Bon, on n'y est pas encore, mais je trouve que ça dénature un peu l'esprit, donc peut-être qu'un jour le cross triathlon sera olympique. En attendant, comment est-ce qu'on vit de ce sport, dans ce sport, quand on est une athlète qui se lance à 22 ans dans cette discipline ?
Alors, c'est sûr que c'est pas évident, comme tout bon triathlète. Après, voilà, Xterra n'est pas forcément, n'a pas été beaucoup médiatisé, mais ils font beaucoup d'efforts sur ça aussi pour développer le sport et puis pour nous aider aussi à communiquer un peu plus et à avoir plus de sponsors avec des marques. Et après, voilà, on n'est pas beaucoup à vivre du Xterra. C'est forcément compliqué, on va dire. Mais voilà, avec cette année, le fait d'avoir un classement Coupe du Monde, déjà, ça nous a permis de montrer à nos partenaires qu'il y avait un classement Coupe du Monde, qu'il y avait du budget en plus pour les athlètes. Et aussi de plus nous orienter à 100% dans le Xterra. Moi personnellement, j'essaye d'en vivre et ça va de mieux en mieux, mais il faut avoir des sponsors individuels, on va dire. Faisant partie d'un team, je peux pas juste me dire ok, le team me finance et après je vois avec les prize money, parce que non, c'est pas possible, et je ne veux pas compter sur les prize money, c'est-à-dire que avant la saison, je me fais un fichier Excel, et voilà, je me dis il faudrait que je trouve ci, ça, et je prends jamais en compte les prize money, parce qu'on sait jamais comment la saison peut se passer, et je veux pas avoir une pression aussi et un stress en me disant il faut absolument que j'ai de l'argent qui rentre, etc., parce que après c'est un engrenage et on peut vite tourner au burn-out, quoi. Alors tu parles de ça, si ça te dérange pas, on peut revenir sur ta saison 2021, où c'était visiblement un petit peu compliqué. Ouais, tout à fait. Donc avec un surentraînement, c'est vrai que quand on commence un sport, je parle en général parce que en discutant avec plein d'autres sportifs, je me suis rendu compte que je dirais sur une dizaine de personnes, il y en a la moitié au moins qui ont déjà fait un burn-out. Et c'est clair que quand je me suis lancée dans le triathlon, je voulais tellement bien faire, être un peu partout, courir partout, que je me suis délaissée complètement, et je me suis pas du tout écoutée au niveau de mes sensations physiques. Et voilà, j'avais trop de pression, on va dire, mentale sur le budget, comment je vais faire, parce que je suis plus en études. Et j'ai tout de suite voulu faire ça après mes études. Et peut-être que c'était pas forcément le bon équilibre pour moi, quand on parlait d'équilibre tout à l'heure. Donc j'ai beaucoup appris de cette expérience, parce qu'au final, je suis contente d'avoir eu ce burn-out. Ça m'a tellement servi aujourd'hui, et ça m'a fait grandir aussi. Donc c'est juste apprendre à trouver son équilibre, je pense, parce que voilà, chacun est différent, et aujourd'hui je pense avoir trouvé le mien, même si il n'est pas éternel, hein. Mon équilibre changera d'une année sur l'autre ou d'un mois à l'autre. Mais ouais, ça m'a beaucoup appris. Oui, parce que tu le disais, donc tu as fait du sport et des études. Une fois que tu as validé ton master de la Cage Business School, donc une fois que tu as validé ton master de Cage, tu t'es lancé à fond dans le sport. Est-ce que tu avais un double projet, c'est-à-dire que tu as pris un job, même ne serait-ce qu'alimentaire, pour pouvoir pratiquer ton sport, ou tu t'es mis à fond dans le sport en te disant que tu allais tout donner et c'est ce qui allait te permettre de vivre? Alors au début, j'ai voulu prendre un petit job à côté. Et quand je regardais les petits jobs à côté, c'était serveuse ou des choses comme ça. Et je me disais, mais en fait, ça sert à rien de faire ça, parce que ça va être un peu comme la danse et le VTT. Je vais faire un peu à moitié des deux côtés, et au final, je verrai jamais si j'en suis capable. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon ok, je vais vraiment me concentrer sur ça, je vais me mettre à fond. Donc je suis partie aussi de chez mes parents, je suis allée à Chambéry parce que c'était mieux pour s'entraîner. Et puis là, à cette époque-là, j'avais déjà une fracture de fatigue au tibia.
Donc j'ai rencontré des kinés avec qui je travaille toujours actuellement. Et c'est aussi grâce à eux que j'en suis là maintenant. Et voilà, j'ai complètement perdu l'équilibre toute seule parce que je voulais tout le temps faire du sport. C'est-à-dire que 24 heures dans une journée, il faut les optimiser. Et je me suis dit, voilà, pas de temps pour la récup. J'ai trop de retard à rattraper sur des choses. Mais en fait, c'était là, tout à fait l'inverse qu'il fallait faire. Et ça, je l'ai compris visiblement un peu plus tard. Mais on va dire que j'ai tellement appris après tout ça sur moi et sur l'entraînement aussi chez une femme, avec tout ce que ça englobe, le cycle menstruel, les hormones, le sportif, la sportive de haut niveau, et l'évolution, la progression dans un sport. Donc non, franchement, on va dire que après ça, j'ai dû me retrouver mon équilibre à moi et j'ai pris un travail à mi-temps que j'ai trouvé. Bah voilà, c'était peut-être le destin. Il me fallait celui-là à ce moment-là. Et ça m'a fait tellement du bien. J'ai retrouvé un équilibre de vie sportive et de vie un peu plus de travail en événementiel marketing. Et voilà, j'ai arrêté ce travail à mi-temps en février pour vraiment me consacrer sur la Coupe du Monde 2023. Et voilà, j'en suis plutôt contente. Ce qui était plutôt un bon choix, hein. On l'a dit, tu es vice-championne du monde Xterra 2023, tu as gagné la Coupe du monde Xterra, donc c'était un bon choix. Oui, c'est clair que c'était l'objectif premier de remporter ce classement Coupe du Monde. Donc c'était aussi exigeant et osé parce qu'il faut être constant tout au long de l'année sur toutes les courses. Mais voilà, le pari a été plutôt pas mal joué. Je voulais revenir avec toi justement sur ce moment où tu finis tes études, tu te lances à 100% dans le sport, tu quittes tes parents, tu quittes la région où tu vis pour aller t'installer à Chambéry. Comment est-ce qu'on vit de et par sa passion ? Enfin, t'es plus en études, donc je sais pas si t'avais le droit à des bourses ou autre, mais bah là, comment tu finances en fait ta future carrière de sportif de haut niveau ? Alors déjà, j'avais un peu d'argent de côté, qui m'a quand même bien aidée. Bien sûr, j'en avais discuté avec mes parents en leur disant, bah voilà, moi mon projet c'est ça, je voudrais faire ça. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider 1 ou 2 ans le temps que je me lance, parce que sans vous, bah voilà, je pense que c'est pas possible. Et c'est vrai qu'en écoutant d'autres podcasts sur des triathlètes comme Arnaud Guillou par exemple, l'entourage ça joue énormément sur ta vie. C'est-à-dire que si ton entourage n'est pas propice à ce que tu sois bien dans ta vie d'athlète de haut niveau, bah c'est très très compliqué. Et si les gens autour de toi comprennent pas ce que tu fais, mentalement c'est dur. Et moi j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents compréhensifs qui ont vu en me voyant sur des compétitions que bah c'était mon truc, que j'aimais ça et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien là-dedans. Donc c'est vrai qu'ils m'ont pas mal soutenue. Et puis après la CAF aussi, j'avais les aides de la CAF. Et après, voilà, en faisant des petits trucs par-ci par-là, financièrement, babysitting, etc. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas forcément facile parce que tous les mois, on n'a pas un revenu fixe et c'est ça aussi qui peut faire peur de se dire bon bah le mois prochain, qu'est-ce que je vais avoir, comment ça va se passer. Mais voilà, j'ai essayé de me déconnecter un peu de l'aspect financier et de me dire bah ok, c'est bien d'avoir de l'argent tous les mois, mais bon, si tous les mois le job que tu fais ça te plaît pas, c'est long la vie quoi. Donc
voilà, j'ai plus opté pour ce genre de vie-là. Ouais, c'est long la vie, surtout quand on a l'occasion d'échanger avec des sportifs de haut niveau, on se rend compte que parfois il y a plusieurs vies, de 0 à 15, c'est une première vie l'enfance, et puis de 15 jusqu'à 25, 30, c'est la vie de sportif de haut niveau, et vous gagnez déjà énormément en maturité, et c'est vrai que quand on t'entend, on a l'impression que tu as déjà vécu 2, 3, 4 vies. Et pour revenir sur cette vie justement où tu te lances dans le sport, au-delà de l'aspect financier, on l'aura compris, c'est une charge mentale énorme, c'est un paramètre à prendre en compte aussi dans les entraînements et dans le bien-être, dans la santé mentale des sportifs. Comment est-ce qu'on se lance dans un sport quand c'est pas un sport qu'on a pratiqué depuis des années? Comment est-ce que tu organises tes entraînements? Comment est-ce que tu t'assures, ou du moins tu ressens que tu es sur la bonne voie pour aller vers ton objectif qui est de devenir la meilleure du monde? Alors en fait, déjà honnêtement, au début, je croyais moyennement à mon projet, même si je faisais croire aux autres que j'y croyais. Mais c'est surtout, comme je disais, l'entourage, déjà l'entraîneur, c'est hyper important, et ça va déterminer aussi ton mental et ta manière de voir les choses. Moi, j'ai commencé avec un entraîneur connu, donc qui s'appelle Christophe Bastille. Il m'a beaucoup apporté sur l'expérience, sur la manière de s'entraîner, et il m'a pas démonté, on va dire, parce que moi je viens d'un sport porté, et c'est vrai que la course à pied par exemple, au début ça a été très difficile, mon corps s'adaptait pas forcément, j'étais tout le temps blessée, et il a fallu jongler avec ça pendant 2 ans quoi, avec la fracture de fatigue, avec les périostites, avec tout ça, et ensuite on va dire, ça vient au fur et à mesure parce que tu vois que t'évolues, et c'est ça qui t'anime. Enfin moi c'est ça qui m'a animée, surtout de voir que j'évoluais de jour en jour. Bon après des fois tu stagnes, mais tu t'accroches, tu te dis bon bah ça stagne, c'est pas grave, et puis d'un coup tu sais pas pourquoi ça évolue, et c'est ça qui est énorme, c'est que ça m'a aussi appris on va dire la patience, parce que je suis pas très patiente, mais c'est vrai que le sport ça m'a appris à être patiente, parce qu'il y a toujours et il y aura toujours des hauts et des bas, et c'est des périodes de up and down dans la vie de tous les jours, et c'est ça aussi que j'aime pas le fait d'avoir une vie linéaire, et je préfère vivre les choses à fond et être heureuse, et des fois être super triste et être vraiment mal, plutôt que de pas avoir de haut et de bas comme ça. Donc non, c'est juste des sensations énormes, et après au fur et à mesure des entraînements, je me suis entourée d'autres personnes qui ont voulu m'aider généreusement, et je me suis dit waouh, ils croient en moi, c'est trop cool. Donc ça te permet aussi de croire un peu plus en toi, et puis au fur et à mesure tu vois aussi sur les courses que tu évolues, et que il y a ça à améliorer, il y a ça, ok bon bah la semaine prochaine on recommence, et puis on essaye de travailler un peu plus ça. Donc non, c'est jamais la même chose, et c'est ça que j'aime énormément, c'est que c'est tout le temps différent, il y a toujours quelque chose à améliorer, et il y aura toujours quelque chose, et c'est ça qui est énorme, et qui m'anime vraiment quoi. Je sais pas comment tu fais pendant 2 ans, pendant cette montée en croissance, cette montée en puissance, pour être aussi résiliente, pour garder l'envie, pour garder ton objectif en tête, et te dire bah voilà, là je sais. Mais est-ce que des moments tu te dis qu'est-ce que je fous là, mais en fait même si je sais pas ce que je fais là, il faut que j'y aille parce que je sais où je veux aller. Ouais, carrément. Franchement, des fois je me dis mais qu'est-ce que je fais, putain, mais pourquoi je fais ça, et après je me dis ouais, mais en fait c'est trop bien, parce que t'as tellement de sensations, je me sens vivante quoi, je me sens vivre, et des fois quand je perds pas espoir, mais je suis un peu plus dans le négatif, j'ai toujours quelqu'un autour de moi qui me dit mais Alizée, regarde ce que t'as fait, regarde ça fait 4 ans. Et je me dis ouais c'est vrai, attends, ça fait 4 ans quoi. Donc et même au début d'année, quand on a décidé avec mon entraîneur quels seraient les objectifs, et qu'elle m'a dit bah voilà, l'objectif on peut dire que c'est être leader de la Coupe du Monde.
Et je lui ai dit, mais t'es sûre? Enfin, genre, c'est quand même osé, quoi. Elle me dit, mais Alizée, en fait, il faut aussi rêver, il faut aussi y croire, parce que t'en es largement capable. Et franchement, c'est la première, il faut tenter, il faut essayer. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, là, on est vraiment dans le vif du sujet, et c'est parti, quoi. On va essayer de faire ça. Et c'était tellement... Je sais pas comment dire... C'était tellement énorme à Molveno, parce que forcément, je venais pas pour faire deuxième, comme beaucoup. Mais j'étais tellement contente aussi d'avoir gagné cette Coupe du Monde, parce que être constante toute l'année, c'est vraiment plus dur que d'être constante sur une course. Et ouais, c'était fou de partager ça avec elle. Donc, bon, franchement, c'est... Ouais, j'ai pas les mots. On sent qu'il y a une relation particulière que tu as nouée avec ta team, avec ton staff, avec ton entourage, avec tes entraîneurs. Tu nous as parlé de Christophe Basti tout à l'heure. Maintenant, tu nous parles de ton entraîneur qui est une femme. À quel moment tu as switché justement dans l'équipe qui t'entoure ? Alors en fait, juste après mon surentraînement, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses qui vont pas. Au niveau communication et relationnel avec mon entraîneur, et je sais pas quand je vais reprendre les entraînements, et je voulais pas l'embêter avec ça. Du coup, il m'a dit ok, bah tu me recontactes quand tu veux faire des entraînements. Et en fait, j'ai été un peu livrée à moi-même, parce que j'étais un peu dans une phase où j'avais envie d'être seule et en même temps d'être entourée. Des fois, c'est un peu bizarre, les sensations. Et donc, du coup, Alexandra Borelli, qui est maintenant mon entraîneur, a vraiment pris le temps de m'écouter, de savoir ce que je voulais faire et de me dire, si t'as besoin d'aide, moi, je suis là. Et cette année, c'est pas grave pour le team. Si tu fais pas de course, tu fais pas de course. Donc voilà, pas du tout de pression, et vraiment se dire, si tu veux que je te fasse un petit entraînement, si tu veux faire une course, et on fait ça, et on verra l'année d'après, quoi. Et du coup, c'est parti comme ça. Elle me faisait des petits entraînements par-ci par-là, et avec l'idée de faire une première course en août, fin août, avec un surentraînement en mars-avril. Et après, voilà, j'ai un peu discuté avec elle, je me suis un peu entraînée avec elle, et je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça que tu t'entraînes. En fait, chacun a sa façon de voir les choses et son entraînement. Mais moi, je pense qu'à cette période-là, j'avais plus besoin d'avoir un entraînement sur mes sensations et sur mon feeling. Et vraiment pas de stats. Donc, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque, la puissance, tout ça, j'avais complètement délaissé. Et je me suis rendu compte que j'étais perdue. Mais complètement perdue, et que sans ma montre, sans ma fréquence cardiaque, sans ma puissance, tout ça, je savais pas ce que je faisais, je savais pas où j'en étais, et j'étais perdue. Et en fait, je me suis rendu compte que j'écoutais pas du tout mon corps et mes sensations. Et pendant plusieurs mois, j'ai fait que aux sensations. Et après, au fur et à mesure, voilà, c'est comme ça que j'ai repris goût un peu, et que je me suis sentie plus libre. Et du coup, j'ai dit, ok, l'année prochaine, on continue, hein. Enfin... Moi, ça me va. Et aussi, je pense, le fait d'avoir une femme, le positif, c'est que au niveau du cycle menstruel, ça m'a beaucoup aidée. On fait beaucoup les entraînements en fonction de mon cycle, pour que ça soit vraiment efficace. Et on adapte sans arrêt. Pas sans arrêt, mais... Moi, j'avais un peu l'idée en tête de l'entraînement no pain no gain, et on n'adapte rien. C'est-à-dire que demain je dois faire ça, je fais ça. Quoi qu'il arrive. J'ai une gastro, je fais ça. Je sais pas comment dire, ouais, voilà, pour schématiser. Et voilà, j'ai vraiment essayé de plus m'adapter à moi, à mes sensations. Et aujourd'hui, je suis ok avec ça, avec le fait de me dire, aujourd'hui... je me sens pas super bien, mais j'ai une séance, je la reporte à un autre moment parce que j'ai envie de bien la faire, mais aujourd'hui c'est pas possible. Donc je suis super contente d'avoir ce lien-là avec elle, et de discuter aussi sur comment on peut progresser, comment on peut faire pour être la meilleure. Et donc du coup, un préparateur physique nous a rejoints,
qui s'appelle Massamba. Et on travaille tous les trois en fait. On est trois sur le projet physique, sportif. Et franchement, c'est génial parce que ils ont tous les deux des compétences énormes. Et on arrive à se lier tous les trois et à vraiment construire quelque chose plus que dans la notion de sport, quoi. C'est devenu des amis, quoi. Donc non, c'est génial. Oh, c'est marrant, encore une fois, hein, tu parles notamment de ce switch d'entraîneur. On a l'impression que ça a duré 10 ans, mais en fait c'était une saison, c'était l'espace d'une saison, le temps que tu guérisses, que tu te reconstruises après ton burn-out, et puis que tu retrouves le goût au sport et que tu repartes, et résultat, une saison et demie plus loin, et bah t'es leader de la coupe, t'as gagné la Coupe du Monde, etc. On sent aussi la puissance, la force du team, du groupe, des proches, comme tu en as déjà parlé. En dehors de cet aspect-là, je voulais revenir aussi sur l'aspect un petit peu plus financier de la carrière d'une triathlète de cross triathlon. Les courses n'ont pas lieu forcément autour de chez toi. Ça représente quoi comme budget quand il faut se déplacer avec des championnats du monde qui sont éclatés un petit peu partout? Enfin, tu peux revenir avec nous là-dessus, sur ce sujet-là? Clairement, ce qui coûte le plus cher, c'est les déplacements, comme tu le dis. Donc, par exemple, là, cette année, Taïwan, les États-Unis, c'est ce qui a coûté le plus cher. Là, on a de la chance. Pendant 3 ans, les championnats du monde sont en Italie, donc c'est pas très loin. Mais bon, si c'était à Hawaï, pareil, ça coûterait encore cher. On va dire que les partenaires m'aident pour les déplacements. Et même des fois, les organisateurs de courses aident les 5 premiers élites ou les 10 premiers en fonction du budget financier. Donc ça aussi, c'est énorme, quoi. Ça nous permet d'avoir un budget un peu plus étoffé sur toute l'année. Mais c'est clair que le budget logistique, c'est ce qui coûte le plus cher. Et après, le team aussi nous aide en fonction des courses et de où ça se situe, quoi. Parce que tu disais, tu fais partie d'un team. Quelle différence entre un team, un club, une équipe ou autre? Alors, un team, c'est exactement pareil qu'un club, sauf qu'il n'y a pas d'affiliation. On est un team d'athlètes d'élite, et après on a des sponsors en commun et des sponsors individuels, donc voilà, et la plupart du temps on voyage ensemble, on se regroupe ensemble pour les courses, et c'est une notion de partage qu'on a, on va dire, par rapport à un athlète individuel qui va sur la course par ses propres moyens, avec sa famille ou des amis, quoi. Et c'est génial parce que on a tous des âges différents, des nationalités différentes, et on partage la même passion. Et on a réussi à nouer quelque chose de fort entre nous parce que il n'y a pas du tout de concurrence. C'est vraiment l'esprit de partage. Et c'est génial. Moi, je suis super contente quand je vais sur les courses parce que je me dis... trop bien, on va partager un moment tous ensemble. Quoi qu'il arrive pendant la course, on aura des bons souvenirs, quoi. Est-ce que le team est justement organisé de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence? C'est-à-dire, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des élites, il y a des amateurs, entre guillemets, ou est-ce que vous vous retrouvez à 2-3 femmes élites à concourir sur une même course en faisant partie du même team? Comment est-ce qu'il a été organisé un petit peu, ce team? Alors en fait, moi, quand je suis arrivée dans le team, il y avait chez les filles que Morgane Rioux. Donc c'était vraiment la seule et unique fille. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que du coup on est françaises, on était toutes les deux françaises. Morgane était à son top niveau quand je suis arrivée, donc c'était la meilleure française et une des meilleures mondiales, quoi. Et c'est marrant parce qu'au début on s'est pas forcément entendu. Enfin, je veux dire, on a été très proches, même si on s'entendait bien, voilà, mais pas plus que ça. Et au fur et à mesure, on a appris à se connaître, on a appris à échanger parce que voilà, Morgane, elle a 36 ans, elle a de l'expérience aussi dans la discipline. Et
et en fait, c'était génial, quoi, parce que elle a, comme je lui dis maintenant, mais moi, quand je suis arrivée dans le team, t'étais la Morgane Rioux, quoi. Enfin, genre, t'étais la fille que je voulais doubler, quoi. Et en même temps, avec tellement de respect, parce que Morgane, c'est une fille incroyable, qui travaille à côté avec des heures de fou en étant militaire. Et en même temps, qui arrive à se surpasser sur les courses, et qui a une force mentale incroyable, quoi. Et non, c'est génial d'avoir partagé des moments avec elle. Et depuis 2 ans maintenant, Marta Mendito, donc l'italienne, nous a rejoints. Et donc c'est marrant parce qu'on a tous des âges différents. Morgane a 36 ans, moi j'ai 28 ans et Marta qui a 24 ans. Donc en fait, on est tous à des âges différents et on se soutient, quoi. C'est vrai que Marta, c'est une de mes concurrentes, mais on arrive tellement à faire la part des choses en amont et après. Et c'est ça qui est fort, c'est que il n'y a pas du tout de jalousie, il n'y a pas du tout de notion de je veux te battre à tout prix, c'est la guerre, etc. Et voilà, même si on peut s'entraider pendant une course, ça nous est déjà arrivé, notamment l'année dernière au Xterra France. Je voyais que Marta sur le vélo était plus en forme que moi, donc je l'ai aidée dans les descentes, je lui ai dit de se mettre derrière moi et de prendre ma roue, et après je l'ai laissé partir en vélo et ça l'a permis de faire le gap sur les autres filles. Et non, en fait c'est hyper fort le lien qu'on a, et j'adore parce que c'est vraiment rare chez les filles, je pense, d'avoir ce genre de lien et de feeling. Et non, je suis super contente, ça se passe aussi très bien avec les garçons du Tib. Donc ouais, franchement on a soudé et on a lié quelque chose entre nous. Voilà, c'est un peu comme une famille, le team Organicoach. Donc non, c'est génial. Et comment on intègre un team, justement, si une petite jeune vient te voir et te dit tu es la Alizé Pattiès, comme toi tu as dit à Morgane Rioux, tu es la Morgane Rioux, mais voilà, je voudrais marcher dans tes pas, je voudrais rejoindre le team. Comment ça se passe ? Ça c'est la team manager qui décide, c'est pas trop les athlètes, mais on va dire que ça dépend des effectifs des élites. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, plus on est beaucoup d'élites, plus c'est compliqué pour les sponsors aussi de dire je vais sponsoriser 12 élites. Donc du coup on reste toujours entre 6 et 7 élites, pas plus, parce que après sinon au niveau des sponsors ça coince un peu. Mais c'est clair que d'avoir des jeunes dans l'équipe, c'est tout à notre avantage, et ça peut être top pour les années futures. Tu parles justement des sponsors. Tu nous as dit qu'en début d'année 2023, tu avais fait le choix d'arrêter ton emploi à mi-temps pour te consacrer à 100% au sport, à ta carrière sportive. Comment est-ce que tu vis au quotidien ? Comment est-ce que tu annihiles cette charge mentale de comment je mets du beurre dans mes pâtes à la fin du mois ? C'est une notion d'organisation, je pense. Ce qui est le plus dur, je dirais, niveau financier, c'est l'hiver, parce que y a pas forcément d'entrée d'argent, mis à part celui des sponsors. Mais au niveau prize money et tout ça, c'est plus compliqué. Mais après, c'est moi qui gère un peu, on va dire, mon compte, et qui me dit ok, ce mois-ci on va faire comme ça. Et on va dire que l'hiver, je prends plus le temps pour avoir des projets de prépa mentale par exemple, et me dire on va plus axer sur la prépa mentale avec des athlètes ou avec un groupe d'athlètes. Donc c'est, on va dire, c'est savoir gérer un peu le budget financier. Et puis je suis bien entourée aussi, on m'aide aussi si jamais j'ai un souci, et je suis assez proche de mes partenaires souvent, c'est ce que j'aime aussi. Donc j'essaie de bien discuter avec eux, de les aider aussi, de voir en fonction de leurs besoins ce qu'ils ont envie et ce qu'ils veulent. Et puis
Et puis ça se passe plutôt bien. Alors c'est le moment, hein, si tu veux parler de tes partenaires. On n'est pas sur une radio, donc n'hésite pas si tu veux les citer. J'en ai pas mal, mais non, ceux qui m'aident vraiment beaucoup, c'est Liv, ça fait 3 ans maintenant qu'il m'aide. Et ce qui est énorme, c'est que on a aussi un réel lien, c'est pas juste on s'envoie des mails et ok, je te donne un vélo, je te donne tant et ciao, on fera une publi quand tu auras des résultats. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que on a créé un lien sur le long terme. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec tous les autres partenaires. Donc ça c'est génial d'être proche comme ça avec eux. Alors tu nous as glissé tout doucement là le mot préparation mentale. Et là pour le coup c'est pas toi qui es préparé. Enfin j'imagine que tu as aussi un préparateur ou une préparatrice mentale. Mais là c'est toi qui es préparatrice mentale. Donc tu rajoutes quand même cette corde à ton arc. Mais ça rajoute du temps, de l'investissement. Ça peut peut-être aussi faire un revenu supplémentaire, non ? Ouais, c'est clair que ça fait un revenu supplémentaire. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc c'est un plaisir quoi, d'aider les autres. Et si j'avais plus de temps encore, j'ai d'autres projets en tête, mais c'est pas possible parce que je peux pas me concentrer à 100% sur la prépa mentale à l'heure actuelle, mais pour les années à venir, j'ai vraiment des projets et ouais, c'est quelque chose qui m'anime et qui est super intéressant de travailler avec des athlètes, des adolescents ou voilà des personnes un peu plus dans l'âge, si je peux dire. Donc c'est une double casquette, mais voilà, mon objectif premier c'est les entraînements quand même et le statut de triathlète professionnel. Alors on en parlait un petit peu en off, je te demandais quels étaient tes objectifs pour la saison prochaine. Là tu es en pause, tu as entre guillemets fini ta saison, malgré tout en cross triathlon la saison elle reprend assez vite, donc c'est quoi pour toi les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années? Quel est ton objectif à terme, parce que être triathlète professionnel ça veut dire quoi? Alors déjà, là, j'ai encore 2 semaines de vacances, donc ça va passer super vite. Je vais essayer d'en profiter au maximum. Et sinon, après, l'année prochaine, voilà, le but, ça va être d'essayer encore de nouvelles choses que j'ai pas essayé cette année, pour être vraiment constante toute l'année. Donc, quand je dis essayer de nouvelles choses, c'est essayer encore d'être plus performant sur les entraînements et d'être plus précise. Notamment avec la prise de lactate, au niveau de la nutrition, voilà, j'ai pour projet d'être plus suivie par une personne. Et puis un truc que je voudrais vraiment essayer cette année là, c'est vraiment l'altitude, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais essayé et je me dis voilà, faut que je l'essaye maintenant et que je vois si ça a un gain sur moi et voir un peu comment je réagis à tout ça. Et puis sur les années à venir, vivre de ça le plus longtemps possible, ça serait le rêve, hein. Et puis après peut-être faire une pause quand ce sera le moment venu pour créer une famille, je sais pas, mais voilà, faire un peu tout ça et trouver l'équilibre. En parlant d'équilibre, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une petite jeune qui vient te voir et qui te dit moi j'aimerais bien devenir la Alizé Pattiès dans 5 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Ce que je pourrais lui donner comme conseil, ça serait de s'écouter déjà, de s'écouter, d'écouter ses sensations, ses envies, d'être bien entourée autour d'elle et puis de pas avoir peur quoi, c'est pas foncer tête baissée, c'est juste essayer et pas avoir peur de l'échec, parce que c'est vrai qu'en France les erreurs c'est vu comme un échec, mais en fait les erreurs ça te permet tellement de grandir et d'apprendre sur toi et sur les autres que maintenant je pense que ma philosophie de vie est fais des erreurs, au contraire ça va t'apprendre tellement de choses et puis après tu verras que tu ne les referas plus normalement. Ça t'aura servi de leçon, donc ouais je lui dirais un peu tout ça et puis
et puis de vivre à fond, quoi, de vivre pleinement ses envies. Mais écoute, moi j'ai coutume de dire à mes enfants que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Donc effectivement, on est alignés. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et que évidemment on les refera pas et puis qu'on pourra grandir. Alizée, merci, c'était un super moment avec toi. Si on veut échanger avec toi, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe de quel côté ? Je suis sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Je n'ai pas TikTok, désolée. Et voilà, sinon par mail, et c'est Alizée Patiès. Ok, bon, de toute façon, on mettra toutes les infos dans les notes de l'épisode. Super, je te remercie vraiment pour ce moment qu'on a passé ensemble. En plus, on était au chaud sur ta terrasse avec un petit peu de soleil, le chien qui passait faire un petit coucou, c'était super agréable. On te souhaite une bonne continuation pour la saison 23-24. Évidemment, encore des beaux titres l'année prochaine et puis les années qui vont venir. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, on se parle la semaine prochaine. Merci à toi, Hermano. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Vous le savez, derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle d'Alizée Patiès que vous venez d'entendre. Venez nous dire sur les réseaux sociaux du podcast ce que vous avez pensé de cet épisode. Tous les liens sont dans les notes justement de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/Alizée pour en savoir encore plus sur Alizée Patiès et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif. Représenter la France dans les compétitions de cross triathlon au plus haut niveau mondial et développer son entreprise. C'est grâce à vous qu'Alizée trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre tous ses objectifs. Et je vous le demande après chaque épisode, la philanthropie sportive, est-ce que ça vous parle ? C'est notre mission sur le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous et chaque soutien compte. Systématiquement, je le rappelle, nous sommes totalement transparents. 1 euro donné égale 1 euro reversé à l'athlète. Et l'association support de cette collecte de fonds étant même reconnue d'intérêt général, vous pouvez défiscaliser jusqu'à 66% du don que vous réalisez. Alizée peut financer une partie de sa saison, mais ce n'est pas le cas pour l'entièreté de la saison, ni pour tous les invités du podcast. Alors visitez notre site pour les soutenir et partager tous les épisodes au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive unique. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dans le prochain épisode du podcast. Salut les sportifs!